Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. La traditionnelle remise annuelle des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque s'est tenue hier soir en présence du couple princier. Reportage à suivre. C'est une première dans le domaine artistique contemporain, la création d'une bourse Prince de Monaco Villa Médicis. Elle a été décernée ce matin au Palais Princier. Nous vous présenterons son lauréat. L'heure des bilans, mais surtout des perspectives à venir. La direction du tourisme et des congrès a levé le voile hier soir sur sa stratégie pour l'année 2026. Nous verrons sur quels axes elle repose. Vendredi et samedi, ce sera la grande fête du rugby pour les jeunes espoirs de la discipline. 24 équipes prendront part au tournoi Sainte-Dévote, cher au cœur de la princesse Charlène. Nous serons dans ce journal avec le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. Rien de mieux qu'une immersion totale pour apprendre les langues. Quelle est la meilleure formule pour séjourner à l'étranger et se perfectionner ? De nombreuses familles se sont rendues aujourd'hui au Forum des séjours linguistiques. Et puis la Saint-Patrick a été dignement fêtée hier à Monaco, où les liens avec l'Irlande, dont il est le saint patron, sont particulièrement étroits. C'est une cérémonie importante du calendrier, une cérémonie très symbolique pour tous ceux qui se mobilisent et se forment au geste de premier secours. Hier soir, c'est en présence du couple princier qu'ils se sont vus remettre des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque à l'Auditorium Régnier 3. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Le président de la Croix-Rouge monégasque et son épouse ont tenu, comme chaque année, à rendre hommage à toutes les personnes présentes à l'Auditorium Régnier 3. Enfants et adultes sont là pour recevoir leur diplôme de secourisme, une soirée très importante pour les organisateurs. C'est une tradition maintenant qui date de quelques années. J'en ai parlé dans mon discours. Le docteur Mourou, qui m'a précédé à cette fonction de responsable de la section, aimait beaucoup cet événement parce que ça rassemble les bénévoles, les salariés, les formateurs et puis tous ceux qui ont participé à cette formation cette année. Ils viennent retirer leur diplôme ce soir. Certains, ils sont mis en valeur parce qu'ils ont été particulièrement bons dans ces formations, donc ils viennent sur scène retirer leur diplôme de la part du couple princier. Donc ça rajoute quand même quelque chose en plus en termes de valeur et de reconnaissance. Ce rendez-vous traditionnel permet également de faire le bilan de l'année écoulée. Il y a eu au total 380 sessions organisées, toutes formations confondues, pour 4715 participants. Ce soir, à l'Auditorium Régnier 3, 1451 diplômes ont été distribués, dont 400 destinés aux collégiens de 4e cette année. Ils étaient en 5e lorsqu'ils ont passé leur examen de secourisme l'an passé, mais également des adultes venant du secteur privé ou de la fonction publique. Tous ont appris les premiers gestes qui un jour pourront sauver des vies, un acte altruiste, et pour eux c'est un sentiment de fierté qui domine au moment d'aller chercher son diplôme. Je trouve que c'est bien et que j'ai réussi parce que si je vois quelqu'un qui s'étouffe ou quoi, je sais ce que je peux faire et pour moi ce sera une bonne action de ce que je peux faire. Donc c'est une fierté. Je suis d'accord pour dire que c'est aussi une fierté et que du coup c'est une chose importante parce que ça peut sauver des milliers de personnes chaque année. Dans le cadre du motoclub de Monaco, en fait, on s'était dit qu'on roulait souvent ensemble, mais qu'en cas de difficulté, on pouvait être amené à sauver un collègue, un ami et voilà. Je suis fière de pouvoir avoir ce diplôme. J'espère que je n'aurai pas besoin de l'utiliser. Ce diplôme, c'est vraiment le diplôme de ma vie. Parce qu'en le faisant, je le fais aussi pour les autres. Un geste altruiste, il faut savoir par exemple qu'en cas d'arrêt cardiaque, chaque minute compte et sans intervention rapide, les chances de survie chutent fortement. Dans 9 cas sur 10, le premier intervenant est un citoyen avant les secours et on estime que dans l'Hexagone, jusqu'à 20 000 vies pourraient être sauvées chaque année si davantage de personnes étaient formées. Une nouvelle page s'ouvre pour la création contemporaine. La toute première bourse Prince de Monaco Villa Médicis vient d'être attribuée. Le prince souverain a remis cette distinction au premier lauréat ce matin. Les explications de Christine da Petit-Homel et les images sont signées Alexandra Paolini. C'est un partenariat inédit entre le Palais Princier et l'Académie de France à Rome, avec un objectif simple, soutenir concrètement la création contemporaine. À la clé, 30 000 € et la commande d'une œuvre originale pour un artiste en résidence à la Villa Médicis. Premier lauréat, Nicolas d'Aubagne, un choix porté par la force de son travail autour de la mémoire, de l'enfermement et de la résistance.
fait, je questionne un ensemble de morceaux d'architecture qui ont précédemment été peints ou sculptés par d'autres artistes. Donc on a notamment une peinture de Corot ou de Velázquez, ou encore des empilements réalisés par Ingres. Et je les re-questionne à travers des pièces que je convoque moi-même avec mes propres techniques de photogramme ou de dessin à la poudre de fer, et notamment aussi sur l'histoire de Galilée, qui est passé par la Villa Médicis en 1633. Avec son projet Le Feu intérieur, il s'inspire donc de la Villa Médicis et revisite des œuvres classiques grâce au photogramme, une technique, vous l'aurez compris, où la lumière devient matière à partir d'étincelles d'acier. J'ai proposé un ensemble de pièces qui re-questionnent l'espace de la Villa Médicis. Et peut-être, je me suis dit que dans ma proposition de cette première bourse donnée à un pensionnaire de la Villa Médicis, peut-être que de re-questionner ce palais qui est celui des Médicis, peut-être que je me suis dit que dans la collection du Prince, ça pouvait avoir du sens que d'inaugurer cette bourse avec des morceaux d'architecture de la Villa. Une bourse qui permet d'accompagner les artistes d'aujourd'hui tout en créant un dialogue entre création contemporaine et patrimoine. Ce partenariat avec la Villa Médicis engage la principauté dans une vision à long terme du soutien artistique contemporain. On est ravis de cette collaboration et nous espérons pouvoir soutenir ces artistes qui passent effectivement une année dans la Villa Médicis. À l'issue de leur séjour à la Villa Médicis, ces artistes vont effectivement pouvoir se lancer grâce à cette bourse de création dans un travail personnel et développer effectivement une belle production soutenue par le Palais Princier et la Villa Médicis. Un véritable tremplin donc pour ces artistes avec une ambition, faire rayonner la création contemporaine bien au-delà des frontières de Monaco. Bilan 2025 et stratégie 2026 étaient à l'ordre du jour de la conférence annuelle de la direction du tourisme et des congrès hier soir. L'occasion aussi de remercier les acteurs qui contribuent au rayonnement de Monaco à travers leur travail au quotidien. Alban Gingembre et Alexandra Paolini étaient présentes. Avec 6 millions de visiteurs en principauté en 2025, le tourisme représente 11% du PIB et 18% de l'emploi. Des chiffres qui permettent de dresser un bilan positif. Une progression de 3 points de l'occupation hôtelière avec une progression en prix de 6%. Des marchés qui continuent à parler très positivement de la principauté. La direction du tourisme et des congrès souligne toutefois un impact lié au conflit du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est 13% du chiffre d'affaires de l'été. C'est l'essentiel de notre saison avec le Grand Prix. Nous devons rester à l'écoute de nos clients. Alors, on les voit aujourd'hui, ils arrivent quand même, on arrive à sortir du Moyen-Orient. Mais cela peut toucher des volumes importants, cela peut avoir des effets de report, de gens qui voudraient aller un peu plus loin, des compagnies aériennes qui auraient réorienté leur route. Donc vraiment un travail proactif aux côtés de nos partenaires dans le Golfe pour comprendre leurs besoins et s'adapter. Continuer à rendre la destination désirable, c'est l'objectif que se fixe Monaco avec de nouveaux défis à intégrer à sa feuille de route comme l'irruption de l'intelligence artificielle ou encore le développement durable. 24 équipes venues de 23 pays sont attendues pour participer vendredi et samedi au tournoi de rugby Sainte-Dévote. Une 14e édition placée sous le signe des valeurs du rugby et de la paix selon le souhait de la princesse Charlène, qui est non seulement présidente de la Fédération monégasque de rugby, mais dont la fondation est elle aussi partie prenante dans l'organisation de l'événement. Au-delà de la seule compétition, des sessions seront ouvertes au public. Nous sommes avec le vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Bonsoir Thierry Dantès. Bonsoir Patricia. Le tournoi Sainte-Dévote s'apprête à débuter. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle édition? Car chaque année, cet événement prend toujours un peu plus d'ampleur. Oui, avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'inquiétude aussi parce que toute organisation est soumise à des aléas. Normalement, on aura le soleil, c'est déjà un bon point. On avait également quelques doutes sur la venue des équipes par rapport aux événements au Moyen-Orient. Et finalement, tout le monde est là, tout le monde arrive progressivement et tout le monde sera là le jour J.
On le sait, ce tournoi tient énormément à cœur à la princesse Charlène, qui est non seulement la présidente de la Fédération monégasque de rugby, mais dont la fondation travaille pleinement également à vos côtés. Elle a souhaité placer cette édition sous le signe des valeurs du rugby et de la paix. Alors comment cela se traduit-il concrètement sur le tournoi ? Mais en fait, on le traduit par des échanges très importants avec les enfants. Les enfants sont arrivés depuis lundi. On a 7 équipes qui sont là, qui effectuent des visites. Il y a également un volet culturel donc, qui est mis en place sur ce tournoi. Et on a eu des échanges entre les équipes des USA, les équipes d'Afrique du Sud qui ont été à la rencontre de jeunes écoliers monégasques qui se sont rendus à l'école des Révoirs pour les rencontrer. Oui, donc des valeurs humaines également au-delà des valeurs sportives. Vous l'avez dit, 7 équipes sont déjà arrivées et cette année, il y en aura au total 24 issus de 23 pays avec de nouveaux entrants comme le Japon, Singapour ou le Pays de Galles. Cela dit beaucoup du développement et de l'évolution du tournoi aussi. Oui, on a de plus en plus d'équipes qui souhaitent participer, à tel point qu'aujourd'hui on fait des choix et on promet une place pour l'année suivante aux équipes qu'on n'a pas pu prendre cette année. On entend souvent dire que ce tournoi Sainte-Dévote est devenu une sorte de Coupe du Monde des moins de 12 ans. C'est un motif de fierté, j'imagine, et c'est un peu aussi la réalité. Oui, tout à fait. On est très fiers d'avoir cette année le soutien de World Rugby et de Rugby Europe qui s'associent à notre événement. World Rugby est venu l'année dernière à assister au tournoi. Ils ont été surpris dans un premier temps, séduits dans un second et de suite ils ont décidé de nous accompagner sur l'événement 2026 et les années suivantes. Oui, c'est une très belle reconnaissance. Et quels sont les retours que vous avez de la part de ces jeunes participants ? Vous l'avez dit, pendant une semaine, certains sont amenés à découvrir Monaco. Il y a aussi de la sensibilisation aux gestes aquatiques qui sauvent. C'est une véritable aventure humaine que vous leur proposez, très globale. Exactement, c'est au-delà du tournoi, c'est une école de la vie qu'on essaye de mettre en place, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un aspect culturel, des rencontres, mais au-delà du rugby, on a également un volet inclusion, puisque vendredi matin, on aura 140 enfants des écoles de Monaco qui viendront participer et aussi encadrer 120 jeunes porteurs de handicap. C'est une activité qu'on a mis en place dès la première édition, auquel on tient, et qui prend elle aussi beaucoup d'ampleur. Et il y a un suivi, je crois, de ces jeunes participants, ces jeunes pousses qui sont devenus après de grands champions. Le tournoi a vu passer de grands talents et c'est une fierté de plus. Oui, bien sûr, c'est la reconnaissance. Ça montre qu'on a su aussi, grâce à ce tournoi, donner l'envie de continuer, donner une impulsion à des jeunes joueurs qui avaient certes des qualités, mais qui ont, à travers le tournoi, grâce au tournoi, fait des rencontres internationales et ont pris goût à ça. On a le jeune Loangil de Monaco qui avait gagné le trophée Sainte-Dévote il y a quelques années, qui aujourd'hui est en équipe de France des moins de 20 ans et qui vient de remporter le Grand Chelem. On a également une jeune américaine qui a intégré cette année l'équipe nationale de rugby à 7. Donc c'est sûr que ce sont des ambassadeurs avec qui on échange beaucoup, qui nous font des retours sur leur évolution et on est très très fiers de ça. Et comme chaque année, il y aura un parrain pour accompagner tous ces jeunes. Il s'agira de Johan Huget. C'est ça, c'est Johan Huget. On avait gardé un peu ça secret. On voulait l'annoncer la semaine qui précède l'événement. Donc Johan sera avec nous pour le tournoi cette année. Et enfin, il faut préciser aussi, vous avez parlé de l'inclusion, on a parlé du tournoi, mais le public pourra profiter d'animations et d'ateliers de découverte du rugby avec une entrée qui est libre et gratuite, il faut le rappeler. Oui, tout à fait, l'entrée est libre et gratuite. On aura des structures gonflables pour que les jeunes de Monaco puissent venir s'amuser, jouer. On aura également une activité Tots Rugby dédiée aux enfants de 2 à 6 ans. Ça sera samedi à 15h15. On a déjà beaucoup d'inscrits. On a 120 enfants qui aujourd'hui sont inscrits et on vise la barre des 150. Eh bien voilà, l'invitation est passée et la météo devrait être clémente samedi. Merci Thierry Dantès d'avoir été notre invité aujourd'hui, alors que cette fin de semaine à Monaco va être marquée par le coup d'envoi du tournoi de rugby Sainte-Dévote. Merci Patricia et merci Monaco Info.
Du rugby au basket, il n'y a qu'un pas. La Roca Team se déplace à l'Anadolu Efes demain soir pour le compte de la 32e journée d'Euroleague. Actuellement 8e au classement et à 7 matchs de la fin, les Monégasques veulent assurer une qualification pour les playoffs en fin de saison. Le coach Manouchar Markoshvili et l'ailier Terry Tarpé sont revenus sur les enjeux de cette dernière ligne droite. Nous les écoutons. Efes is a very good team. Lately they play really good basketball. They are very tough, very physical, and playing at their home they will be even more emphasizing their toughness, and their guards are really good on the ball, and we have to be smart to take care of possessions and try to execute our game plan. Je pense que depuis que je suis arrivé, on joue mieux, jouer quand c'est dormir. Les gros matchs, les grosses affiches et les matchs qu'il faut gagner. Et c'est juste les matchs qu'on aime jouer. On joue basket pour les gros matchs comme ça. Donc ouais, c'est génial à monter à 110% quand on peut. Des propos recueillis par Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Apprendre une langue en voyageant, c'est bien souvent un petit plus non négligeable et cela offre en même temps la possibilité de découvrir d'autres cultures. Chaque année, le Forum des séjours linguistiques organisé à l'Auditorium permet pendant une journée de découvrir les différentes formules existantes, écoles, organismes. Fabien Bonilla et Alexandra Paolini sont partis en quête du séjour idéal. Le Forum des séjours linguistiques à l'étranger a été créé au tout début des années 2000. Nous en sommes à la 27e édition. Un forum organisé chaque année par l'APEM, l'association des parents d'élèves de Monaco. Le principe est simple, parents et élèves qui ont envie de se perfectionner dans une langue étrangère peuvent se renseigner auprès d'organismes pour préparer un voyage linguistique à l'étranger. Ce sont au total 11 stands présents à l'Auditorium Régnier 3. Ils proposent des cours le matin, des cours d'anglais surtout, en Angleterre, aux États-Unis, en privilégiant cet endroit-là. Et après, il y a plein d'activités, que ce soit surtout du sport, du théâtre, de visiter les pays où ils vont. Les enfants sont libres avec les parents de venir toute la journée et de prendre leurs décisions librement selon leur envie et leurs nécessités. On a plusieurs options. L'objectif, c'est soit de partir sur un séjour court pendant les vacances scolaires, soit un séjour un peu plus long pendant les grandes vacances scolaires, ou éventuellement, si l'Éducation nationale de Monaco le permet, de faire un trimestre à l'étranger sur son année de seconde l'année prochaine. Ça, ce serait quelque chose de formidable et qu'il faut qu'on creuse encore un peu. C'est notre objectif aujourd'hui de trouver un organisme qui soit capable de l'accompagner. Parmi tous les stands présents, celui de la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Nous proposons des aides pour des séjours linguistiques aux jeunes étudiants de la Principauté de Monaco à partir des classes de CE2 jusqu'aux classes de terminale. On propose surtout des aides financières pour des séjours qui peuvent aller d'une semaine jusqu'à 2 mois. Pour tout renseignement et pourquoi pas bénéficier d'une bourse linguistique, vous pouvez contacter la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et partir ainsi à l'étranger. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Le vert était de mise hier soir à l'occasion de la Saint-Patrick. Le Palais Princier s'est paré de vert pour un clin d'œil à la couleur fétiche de l'Irlande dont il est le saint patron. Et sur le rocher toujours, la bibliothèque irlandaise Princesse Grace a rassemblé la communauté irlandaise et de nombreux invités autour de cette fête emblématique. Un événement auquel a participé, comme chaque année, le prince souverain. Un reportage de Christinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet. Célébrée chaque 17 mars, la Saint-Patrick rend hommage au saint patron de l'Irlande. Bien plus qu'une tradition, c'est un symbole fort d'identité et de partage pour les Irlandais du monde entier, y compris en Principauté où cette communauté est solidement implantée. C'est très important pour tout le monde, en fait, partout dans le monde. Et c'est pour ça que cette année, nous avons accueilli un ministre d'Irlande pour l'événement et l'ambassadeur de la France et de Monaco est venu, Monsieur Niall Burgess. Donc nous sommes ravis d'accueillir les gens importants pour faire la fête de la Saint-Patrick avec le souverain et la communauté irlandaise et aussi tout le monde, parce qu'on a nos membres qui viennent de partout dans le monde et tout le monde voudrait être irlandais pour un jour. Accueilli hier soir à la bibliothèque par sa direction et par les autorités irlandaises, le souverain a découvert dans le hall une exposition
exposition de projets architecturaux réalisés par des étudiants irlandais. La visite s'est ensuite poursuivie avec la présentation d'artistes mettant à l'honneur la princesse Grace à travers différentes œuvres, dont une série de dessins réalisés au profit de la fondation Princesse Grace. L'idée, c'était de faire des tableaux, en fait, ce sont des gouaches, et des vues de Monaco qui sont, disons, intemporelles et que la princesse Grace aurait connues et qui existent encore aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps, surtout les week-ends, j'ai un grand-fils autiste, et il aime bien se promener à Monaco. Et en fait, ça me donne la possibilité de voir les vues que je pourrais utiliser, puis je prends des photos, puis je fais des sketchs, des petites esquisses, et puis c'est comme ça. Après la remise du traditionnel trèfle irlandais, le prince souverain a rencontré de jeunes musiciens de l'Académie Régnier III. Au programme, musique traditionnelle irlandaise à la harpe et à la guitare, mais aussi une lecture littéraire contemporaine. C'est tout lié, la musique, la culture. C'est notre journée où on peut montrer à tout le monde que c'est très important la religion. Déjà, le Saint Patrick qui a amené, qui a évangélisé Irlande à l'époque. Une célébration placée sous le signe de la culture, de la transmission et de l'amitié entre Monaco et l'Irlande. Une nouvelle association est née à Monaco. Il s'agit de Fiamma, du prénom d'une jeune monégasque, étudiante en médecine, disparue des suites d'un cancer en 2023. Sa maman, ainsi que son frère, respectivement présidente et vice-président de l'organisation, ont rassemblé le week-end dernier leurs futurs adhérents. Ils sont interviewés par Sarah Inkari et Hugo Comasa. Notre but, c'est de pouvoir nous battre contre l'isolement social que les personnes atteintes de cancer ou d'handicap ou même les LGBT qui sont un peu isolés, de leur donner la possibilité de pouvoir sortir, faire des activités et un soutien donc psychologique, moral, mais également administratif pour ce qui est de la partie de la maladie en particulier qu'on veut les aider. Donc on sera là en tant que soutien s'ils ont besoin de savoir des méthodes ou quoi que ce soit, on sera là. Il y aura des groupes de parole et même des hotlines qui pourront être disponibles. C'est une association qui se veut une entraide entre les gens. Alors c'est sur Monaco évidemment et c'est aussi sur les communes limitrophes évidemment. La toute jeune association Fiamma vient donc d'être créée. N'hésitez pas à contacter ses fondateurs si vous souhaitez bénéficier de leur aide ou être bénévole. Ce journal est à présent terminé. Nous nous quittons sur une série de photos souvenirs. C'était il y a 20 ans, le 18 mars 2006, était inaugurée par le ministre d'État de l'époque, Jean-Paul Proust, une exposition consacrée au photographe Robert Doisneau au Grimaldi Forum. Ces clichés ont été pris par Charlie Gallo. À suivre dans un instant les prévisions météo présentées par Christine Datomel. Puis à la veille de l'ouverture au musée océanographique du colloque sur les fresques du Palais Princier, nous vous proposerons de découvrir un documentaire sur ces trésors cachés du Palais Princier. À demain, 19h sur Monaco Info pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous. Bonsoir à tous. Jeudi, Monaco profitera d'un beau temps avec un beau ciel bleu lumineux. Les températures varieront entre 8 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Parfait pour une balade au soleil. Sinon, demain, nous fêterons Saint-Joseph. Alors, petite anecdote, Saint-Joseph est le patron des travailleurs et des familles, souvent représenté avec l'enfant Jésus. Il symbolise le courage tranquille et la protection du foyer.